Bonjour à tous, Histoire d'Histoire, c'est reparti. On se trouve aujourd'hui dans le Grand Sud, et plus particulièrement du côté de Yaté. Quand on vous parle du Grand Sud, on pense terre rouge, on pense mine, et on pense aussi nickel. Mais pas seulement, ici dans le Grand Sud, on ne le sait pas forcément, mais il y a énormément de fer. Quand on pense à la mine, on pense bien entendu aux travailleurs émigrés. Il y a eu des Javanais, il y a eu des Tonkinois, mais saviez-vous qu'il y a aussi eu des Japonais ? Les Japonais ont travaillé pour les mines de nickel, mais ils ont aussi possédé, avec des capitaux japonais, une mine qui se trouve à Goro. Cette mine, on l'appelait la mine des Japonais. Nous allons aujourd'hui la découvrir avec Aurélia. C'est parti! La mine des Japonais se trouve à Goro, au sud de Yaté. Elle est entourée des tribus de Wao, Unya et Twaoru. Nous avons justement rendez-vous avec Aurélia, une habitante de Twaoru, et qui voudrait en savoir plus sur cette mine abandonnée. Bonjour Aurélia. Bonjour, Bonjour Manu. tu vas bien? Très bien, merci. Alors tu nous as appelé pour nous parler de la mine des Japonais, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces dinosaures? Ah ben je te le demande. Depuis petite, je vois ces structures là de métal. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais juste qu'il y a eu une mine des Japonais, une exploitation de fer. Le détail de l'histoire, j'aimerais bien le connaître. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Moi j'ai un petit peu cherché dans les archives, des photographies, des récits. Donc je pense que toutes les deux on va pouvoir retracer l'histoire de cette mine. Quand on parle de la mine des Japonais, c'est bien parce qu'il y a eu des Japonais qui ont investi pour créer une société qui s'appelait la société Le Fer. À la base, c'est une personne qui s'appelle Akira Sero. Son père est français, sa mère japonaise, et il est venu s'installer en Nouvelle-Calédonie pour travailler dans l'industrie minière. Il a acheté un petit peu plus haut 3 concessions en 1936. Et puis à partir de 1937, il y a une étude qui va être menée pour extraire le fer qui est ici, pour l'envoyer au Japon. L'archipel japonais est un peu plus grand que l'Italie. Il est surpeuplé et seuls 17% des terres sont cultivables. Pour lutter contre les problèmes liés au surpeuplement, le Japon mise sur un puissant développement de l'activité économique. Or, il est pauvre en matières premières. Dès 1937, le Japon est en guerre avec la Chine. Il lui faut impérativement trouver du charbon et du fer. Pourvoyeur de main-d'œuvre en Nouvelle-Calédonie, entre 1892 et 1919 pour les mines de nickel, le Japon se tourne donc naturellement vers le caillou pour l'exploitation du fer. En juin 1937, Akira Seo, accompagné de 7 techniciens, débarque à Goro. Le site est remarquable. Avec ses eaux profondes, il permet le mouillage des bateaux de 10 000 tonnes et la mine est située presque au bord de mer.
Akira Seo et son équipe y trouvent d'importants gisements de fer d'une teneur de plus de 50%. Akira Seo fonde ainsi la société Le Fer, une entreprise locale mixte franco-japonaise. Conformément à la législation française de 1938, même si les Japonais détiennent 96% du capital, c'est le Français réversé qui est nommé président-directeur général. La vice-présidence revient au véritable patron et propriétaire de la mine, Akira Seo. Voilà. Et pourquoi les Français ne l'ont pas fait avant? Les Français, en fait, ont préféré tout miser sur le nickel. Le fer, c'est très difficile à extraire, il faut séparer les composants, et puis ça coûte très cher au niveau du fret. Donc c'est pour ça que les Japonais, qui se trouvent dans notre rayon commercial presque immédiat, c'est eux qui ont préféré investir sur le fer. En plus, ils avaient un énorme besoin pour développer leur armement. On va faire venir même le personnel qualifié, les cadres, les ingénieurs, les techniciens. Toutes ces personnes vont venir du Japon et puis localement, il va recruter des Japonais pour travailler dans sa mine. Pourquoi que des Japonais? C'est un peu par sentiment nationaliste. Il va recruter ses confrères, ses congénères, ce qui va poser pas mal de problèmes parce qu'en fait, il va recruter presque le tout venant. Il recrute une 60aine de Japonais qui ne sont pas forcément qualifiés pour travailler sur mine, ce qui va poser des problèmes. Le premier problème, c'est que la moyenne d'âge, c'est à peu près 50 ans. Et quand on connaît les conditions de vie sur mine, ça pose déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Et pour développer la mine, ça va être compliqué. Et troisième problème, c'est quand on est entre soi, c'est difficile d'imposer une autorité. Et donc il y a eu beaucoup de plaintes parce qu'il y avait une proximité qui empêchait les contremaîtres japonais de se faire obéir de leurs confrères. D'accord. Et combien de personnes ont travaillé ici du coup? Alors on dit que c'est la mine des Japonais, mais il y a eu à peu près 600 Javanais qui travaillaient ici. La population locale dans tout ça, les Français de l'époque? Alors ici, il faut imaginer, Goro, il n'y avait que la tribu et il y avait quelques familles européennes, mais il n'y avait pas la route pour venir jusqu'ici. Pour se rendre à Nouméa, c'était essentiellement par bateau. Donc ils se sont installés, on va dire, tranquillement. Pour ce projet ambitieux, la société Le Fer se lance dans un chantier pharaonique. Aussitôt, on fait venir du Japon tout le matériel. Plus de 700 tonnes arrivent par bateau. Des pétrolettes, 2 chalands de 247 tonnes chacun, du câble électrique, 120 bennes de wagons, des meubles, des poteaux, des rails, des sacs de ciment, des planches de bois, mais aussi de la peinture, de la corde, etc., etc. Le déchargement se fait en 10 jours à l'aide d'une centaine d'hommes. Comment elle fonctionnait cette mine? Alors sur le plateau, il y avait un village qui était installé et les ouvriers travaillaient à la main. Et on n'avait pas de machine à l'époque parce qu'il n'y avait aucune route qui permettait d'y accéder. Donc à la main, à la pioche, avec des pelles, on extrayait le minerai, on le mettait dans des wagonnets. Hop, ça arrivait jusqu'au bout de la falaise. Et là, on transvasait, on faisait descendre le minerai à travers, tu vois les 2 goulottes là-haut? D'accord. Voilà, tu vois, les goulottes, elles descendaient. Pendant un temps, ça a été en panne. Et du coup, un petit peu plus sur la gauche, je ne sais pas si tu vois, derrière le pylône, là, On voit une chute. on voit une chute. Et ben voilà, pendant un an, et ben le minerai a été déversé À cet endroit-là. Alors ensuite, le minerai arrivait jusqu'à ce pylône qu'on appelle un trémie, qui déversait le minerai sur les 12. Là, ici, il y a 12 goulottes. Et de là, il y avait 2 tapis roulants qui se rejoignaient et qui acheminaient ensuite le minerai à travers, tu vois, les 2 tapis roulants là, pour les amener jusque dans les bateaux. D'accord. Je t'ai amené quelques photos pour que tu te rendes un peu mieux compte. Donc là, tu vois, ils sont 2 bonhommes par wagon à peu près. en descente. Et système de freinage, je ne sais pas s'il existait. Oui, ça demandait une certaine technicité, je pense. Oui. De piloter un wagon, c'était un métier pour l'époque.
Voilà. Là ici, sur cette photo, on voit bien, tu vois, tous les wagonnets qui sont déjà chargés. Et puis j'imagine qu'ils devaient être en attente avant d'être acheminés jusqu'au bord de la falaise. Et là, ça devait être les petits baraquements, les autres maisons pour les ouvriers sur le plateau. Donc ça, c'est le village qui était en haut sur le plateau, proche des concessions. Exactement. Donc sur les village. concessions. Hein. Oui, oui. Il y avait en 1940, il y avait 2 indigènes, donc 2 Kanaks qui travaillaient pour la société Le Fer. D'accord. Est-ce qu'on les connaît, ces personnes-là? On connaît leur nom? Non, on n'a pas leur nom. Donc là encore, voilà le trémie dont je parlais, et puis les goulottes qui descendaient jusque-là, et ensuite c'était réparti des 2 côtés. Voilà. Donc on voit bien qu'ici tout était complètement déboisé, ce qui devait permettre, je pense, L'accès était libre. Voilà, d'y accéder plus facilement, et puis d'entretenir aussi toutes les structures bien plus facilement. Et ici, c'était des tapis roulants, donc c'était quand même assez exceptionnel pour l'époque. Voilà, en 1937, on avait déjà 2 tapis roulants qui permettaient d'acheminer le minerai jusque dans les bateaux. Donc voilà, au départ. Ces photos, elles sont exceptionnelles, elles nous viennent du neveu du président de cette société qui s'appelait Monsieur Reversé. Donc voilà, c'est son neveu qui nous a fourni ces photographies. Oui. Donc ça, on ne les trouve pas aux archives. Combien il y a eu de bateaux durant l'exploitation? Alors comme il y a des mois où on n'a pas de données, c'est difficile de l'estimer. Par contre, on sait que c'était des bateaux vraiment avec un important tonnage, à peu près 10 000 tonnes. Quand ils venaient, il fallait charger un maximum de minerais pour rentabiliser le fret. D'accord, donc des gros minéraliers là à quelques mètres de la plage. Oui, c'est en fait toute la spécificité de ce site qui est assez extraordinaire, c'est qu'à marée basse, on a quand même 11 mètres de profondeur. Donc les minéraliers pouvaient s'approcher suffisamment près et je crois que c'est une situation assez exceptionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Propre à la côte ouest. Et la capacité de production avec toutes ces installations, c'est quoi? Alors, le programme, c'était d'atteindre 4 à 500 000 tonnes par an. Ça correspondait en fait à un prestige. Les Japonais de l'époque voulaient avoir une mine qui fournissait 4 à 500 000 tonnes par an. En effet, le programme est vraiment ambitieux pour l'époque. Oui, 40 000 tonnes par mois, ça équivaut à peu près à 1500 kilos par jour, par homme. C'était quand même assez énorme pour l'époque. Je rappelle qu'on est en 1938, 39, jusqu'en 41. D'accord. Donc on avait des hommes en haut et en bas? En haut, on avait tous les ouvriers avec les directeurs d'exploitation. Et puis en bas, on avait le village, on va dire, des cadres, des ingénieurs, on avait l'infirmerie. Et on était reliés par un système de monte-charge. Donc les hommes pouvaient aller et venir comme ils voulaient? Je pense pas, non. Je pense que les ouvriers étaient cantonnés vraiment sur le village, sur le plateau, et on descendait qu'en cas d'extrême nécessité. Et alors, elle a tourné, alors on a produit, on a extrait du minerai et elle s'est arrêtée. Oui, elle s'est arrêtée, on va dire, par la force des choses. Le contexte international a rattrapé la mine. D'accord. Voilà, donc on est en 1941, c'est déjà la Seconde Guerre mondiale en Europe et sur le côté Pacifique, c'est déjà en train de bouillir, j'ai envie de dire. On sait que d'un moment à l'autre, il va y avoir une déclaration de guerre avec le Japon. Donc au début, on va faire un embargo. Donc en février 1941, on décide de bloquer l'envoi du minerai vers le Japon. Parce que le minerai, à quoi il sert? Il va servir à l'armement. Et donc
il n'est pas pensable que la Nouvelle-Calédonie fournisse le minerai nécessaire aux armes des Japonais qui risqueraient De se retourner contre nous. Donc on va mettre un embargo. Après, cet embargo va être un petit peu affaibli. On va permettre l'exploitation, mais 40 000 tonnes trimestre, donc ce qui est vraiment trop peu comparé à tous les investissements qui sont réalisés ici. Et puis finalement, après l'attaque de Pearl Harbor, dès le lendemain, on va avoir l'exode des Japonais. On va avoir plus que ça, on va déporter les Japonais. D'accord. Au matin du dimanche 7 décembre 1941, des nuées d'avions japonais attaquent par surprise la flotte de guerre américaine à Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï. La flotte nippone, forte de 6 porte-avions, 423 avions et 27 sous-marins, s'approche à 500 km de l'archipel sans être repérée par les radars. Le code de déclenchement de l'attaque est Tora, 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 tigre en japonais. December 7th, 1941. A date which will live in infamy. The December disaster at Pearl Harbor. This is how the great American naval base looked after waves of Japanese bombers had carried out their stab in the back rain. The battleship Arizona... En 2 heures, les Japonais détruisent 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destroyers et 4 navires auxiliaires. 188 avions sont détruits. Au total, 2403 marins américains sont tués. L'attaque de Pearl Harbor précipite les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne et le Japon. Revenged. Après Pearl Harbor, que sont devenus les travailleurs? Alors ici à Gros, on se trouvait en fait sur le 2e centre le plus important où il y avait une concentration de Japonais. Donc on a envoyé l'infanterie et l'infanterie est venue les arrêter. Ensuite, pour l'ensemble des Japonais de Nouvelle-Calédonie, leurs biens ont été mis sous séquestre et ils ont également été arrêtés. Sur ordre du gouverneur Soto, 1200 Japonais sont arrêtés. Nous reçûmes la visite du gendarme de Boulou-Paris. Il nous apportait l'invitation du capitaine de frégate Cabanier, chef d'état-major du Pacifique, de procéder avec le chef de la gendarmerie locale à l'arrestation des Japonais résidant dans le secteur. Ceux-ci étaient peu nombreux, et nous n'eûmes aucune difficulté à les cueillir. Le gendarme avait réquisitionné une camionnette, et nous allâmes ainsi au-devant de l'ennemi, que nous rencontrâmes le plus souvent sur la route, s'en allant simplement vaquer à ses occupations habituelles, et qui, tout surpris, se rendait tristement. Je n'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, seulement celui de la stupéfaction quelque peu bruyante de ces braves gens, obéissant immédiatement et sans résistance aux ordres du représentant de l'autorité, lequel sautait, revolver au poing, de la camionnette arrivée à leur hauteur et les interpellait rudement. « Haut les mains, haut les mains! C'est la guerre avec Japon, vous êtes prisonniers, montez !» Et ce à quoi ils répondaient par des exclamations navrées. « Oh, c'est la guerre avec Japon, monsieur. C'est la guerre avec Japon. Ça, monsieur, grand malheur. » Ils sont autorisés à emporter du linge et des affaires personnelles, ainsi qu'une somme d'argent n'excédant pas 500 francs. Et ces Japonais, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors quand ils ont été arrêtés, ils ont été d'abord envoyés à Nouville. À Nouville, l'actuel théâtre de l'île, c'était en fait à l'époque un bien en ruine. Et on a concentré tous les Japonais de Nouvelle-Calédonie à cet endroit-là, dans l'attente d'un départ vers l'Australie. Il y a eu plusieurs bateaux qui sont venus les chercher, le Cap des Palmes et le Crémer. Et en 4 convois, on a envoyé plusieurs centaines de Japonais dans différents camps en Australie. Dans les 60 qui travaillaient ici. Exactement. Contrairement aux conditions dans lesquelles ont été arrêtés les Japonais en Nouvelle-Calédonie, l'Australie traite correctement ses prisonniers de guerre. La correspondance des internés avec leurs familles atteste de la présence d'eau courante et chaude, d'une bonne nourriture et de la possibilité de travailler pour améliorer son quotidien. J'ai bien reçu ta lettre, qui m'a donné beaucoup de plaisir. Je suis toujours en bonne santé, et j'espère que cela est de même pour toi, ainsi que pour mon cher fils Robert. Tous mes amis de Calédonie sont ici à mon camp, et je suis heureux de les voir tous maintenant rétablis.
Ah, je les plains, ces pauvres. Combien ils étaient malheureux en Calédonie. De les voir arriver ici, tous en mauvaise mine. Mais maintenant, ils se portent tous en très bonne forme. Car la nourriture est meilleure. Et pour ceux qui sont fatigués, le docteur militaire en prend bien soin. Ah, pour cela, je suis heureux. Ici, à mon camp, rien ne nous manque. Et les soldats australiens sont gentils envers nous. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. Tout va bien. La seule chose qui me manque, c'est le retour auprès de toi et de mon cher fils. À la fin de la guerre, presque tous seront renvoyés au Japon. Pour la plupart, ils ne reviendront jamais. Ceux que l'on a appelés feu nos pères ont eu interdiction de revenir en Calédonie jusqu'en 1950. Beaucoup s'étaient mariés et avaient fondé une famille. Très peu sont revenus, malgré leurs attaches familiales en Calédonie. Leurs descendants sont aujourd'hui entre 8 et 10 000 sur le Caillou. Dès 1950, Akira Seo, le propriétaire de la mine de fer de Goro, réussit à revenir en Nouvelle-Calédonie. Après la guerre, Akira Seo va entreprendre des démarches pour pouvoir récupérer sa mine. En 1953, en 1956, il va écrire au gouvernement, mais toutes ces demandes vont rester sans suite. Akira Seo meurt en Nouvelle-Calédonie en 1959. En 1960, le site est administré par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, mettant ainsi un point final à l'épopée de la mine des Japonais de Goro. Aurélia, l'émission arrive à sa fin. J'espère que tu as appris plein de choses aujourd'hui. Oui, énormément, merci. En tout cas, moi j'ai adoré redécouvrir ce petit coin du sud. Ça doit être très sympa de vivre ici. Exactement, la vie en plein air, la mer, la montagne, la rivière, c'est génial. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Maintenant, je me trouve à Nouville, à l'intérieur du CHS Albert Bousquet, devant un autre bâtiment qui a servi à l'enfermement des Japonais avant leur départ pour l'Australie. Ce bâtiment a la particularité d'abriter plusieurs cellules, sur les murs desquelles on peut lire des idéogrammes, dernières traces de la présence des Japonais en Nouvelle-Calédonie. Ainsi s'achève ce numéro d'Histoire consacré à l'histoire de la mine des Japonais en Nouvelle-Calédonie. Une histoire bien triste, il faut bien le reconnaître. Comme Aurélia, n'hésitez pas à partager vos histoires ou vos interrogations sur la page Facebook de Calédonia. Pour ma part, il est temps de vous dire au revoir. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire.